Bonjour, et si pour une fois on allait se promener dans un monde virtuel, en ce jour où vous prenez une décision bien réelle pour un pays bien réel, et si on allait faire un tour dans un monde où tout est possible, amour, amitié, fortune, vous pouvez tout trouver sur Second Life, la deuxième vie, et d'ailleurs les médias vous l'assurent. Selon les créateurs du jeu, 3000 résidents gagneraient en moyenne 20 000 $ par an. Voici la championne toute catégorie, Anche Chung, alias Eileen Greff, une chinoise, ancienne institutrice de 33 ans qui fait aujourd'hui la une des magazines. Son business, construire des maisons de rêve comme celle-ci, puis les louer ou les vendre. Les plus belles s'arrachent à 500 000 Linden dollars, l'équivalent de 2 000 €. Son patrimoine est aujourd'hui estimé à 250 000 $. Une réussite qui éveille les convoitises. Alors, avec nous sur ce plateau bien réel de pionniers de Second Life, Nicolas Barrial, vous tentez d'y faire des affaires, et Natacha Kester-Siméon, vous tentez d'y expérimenter de nouveaux rapports sociaux si ils sont possibles. Mais Second Life, est-ce que c'est pas aussi un enfer social pire que la vie réelle? C'était un peu la conclusion de votre enquête parue dans le cahier emploi de Libération il y a quelques temps, Luc Payan, une enquête extrêmement intéressante sur les conditions de travail, comment dire, réelles dans ce monde virtuel. Mais nous allons commencer avec vous, Yulia Kapustina, par les images, toutes les images qui ont suivi la tuerie cette semaine sur un campus américain. Lundi dernier, 32 étudiants ont été assassinés à l'université Virginia Tech. Pour toutes les chaînes de télévision françaises, ces tueries faisaient ressurgir le débat sur la liberté de port d'armes aux États-Unis. Cette fusillade sans précédent a inévitablement relancé le débat sur les armes à feu. Et à chaque fois, on reparle de cette culture des armes à feu qui semble ancrée dans l'histoire des États-Unis. Elles sont en vente libre. Cette tuerie relance une nouvelle fois le débat sur la possession des armes à feu en vente libre aux États-Unis. Alors, vous êtes parti sur les chaînes américaines, voir si tous ces présentateurs français avaient raison. Voilà, j'ai regardé attentivement les chaînes et effectivement, certains montraient des militants anti-armes, d'autres expliquaient la difficulté de légiférer sur la question de port d'armes à cause d'un lobby de défendeurs d'armes, la NRA, qui est un lobby très pressant et très puissant aux États-Unis, puisqu'ils ont même participé au financement de la campagne de George Bush. Et c'est peut-être pour ça que sur la chaîne à la tendance républicaine, Fox News, le présentateur vedette Bill O'Reilly considérait que le problème n'était pas du tout la liberté du port d'armes aux États-Unis, mais l'origine du tueur. Juste après le terrible massacre de Virginia Tech, les activistes de gauche ont remis sur le tapis la question du contrôle des armes et ceux qui, à travers le monde, haïssent l'Amérique se sont réjouis de son déclin. Le tueur de Virginia Tech était coréen, pas américain. Je n'ai vu aucune manifestation anti-coréenne. Je n'ai pas entendu non plus de condamnation contre le monde musulman où sévit tous les jours une violence incroyable. Non, ce sont les États-Unis qui sont mauvais. Et la plupart de ces critiques anti-américaines viennent de l'intérieur du pays. La foule des militants anti-armes s'est réveillée aujourd'hui, par exemple sur NBC, dans le New York Times ou dans la presse britannique. Ils étaient tous en train de hurler leur haine contre le deuxième amendement de la Constitution américaine. Les lois sur les armes en Virginie sont trop laxistes. Tout le monde peut acheter un 9 mm semi-automatique en bas de chez soi. Ce cinglé de Choseungui avait acheté ses armes légalement. Un fou qui veut tuer trouvera toujours des armes. Aucune loi ne peut garantir la sécurité publique. Si le deuxième amendement existe, il y a une raison. En période de chaos, le gouvernement peut ne pas être en mesure de vous protéger, donc vous avez le droit de vous protéger par vous-même. Voilà, vous avez le droit de vous protéger par vous-même. Et pour poursuivre ce raisonnement, O'Reilly avait invité sur son plateau un vrai spécialiste de la question, un des représentants de ce fameux puissant lobby, la NRA. Et lui, il avait un argument décisif. À mon avis, les leçons qu'il faut tirer du 11 septembre et de ce qui s'est passé hier, c'est que le gouvernement n'est pas toujours là pour nous protéger. Au bout du compte, on est responsable de notre propre protection et de notre survie. Les Américains doivent avoir la possibilité de se défendre et de défendre leur famille quand ils rencontrent des criminels, des meurtriers et des psychopathes. Si l'une des 30 victimes avait eu une arme à feu quand elle a croisé ce psychopathe, le résultat aurait pu être très différent.
Voilà, je vous laisse imaginer le résultat. Et pour en parler, effectivement, les chaînes américaines ont tous invité les spécialistes d'armes à feu sur leur plateau. Mais celui qui nous est paru le plus pédagogue, c'est toujours celui de la Fox News. Eh bien, Greta, nous ignorons encore quel type d'armes à feu ont pu être utilisées dans ce cas particulier. J'ai amené ici plusieurs types d'armes. Par exemple, voici un pistolet 9 mm semi-automatique qui s'utilise comme les armes à feu disponibles sur le marché aujourd'hui. Attendez un peu, quand vous voyez le nombre de personnes qui ont été tuées ici, 32, 2 à un endroit et 30 autres dans la salle de classe, êtes-vous surpris par l'utilisation de cette arme en particulier? Et pensiez-vous qu'elle était capable de faire cela en si peu de temps? Bon, ça c'est pour le 9 mm et pour le calibre 22. Il y a plusieurs types de calibre 22. Il existe même des revolvers de calibre 9 mm. J'ai également amené un pistolet semi-automatique de calibre 22. Ne sachant toujours pas si c'est un revolver ou un pistolet semi-automatique qui a été utilisé, je ne peux pas vous donner plus de détails sur ce point. Voilà pour ce débat technique essentiel. Est-ce que toutes les chaînes se sont illustrées par le même ton anti-coréen qu'on entendait dans l'extrait du début? Non, la CNN, par exemple, avait une correspondante en Corée du Sud qui, elle, montrait la une du journal et parlait du fait que les Coréens étaient effrayés par ce drame et qu'ils craignaient les représailles contre la communauté coréenne aux États-Unis. Mais évidemment, Yulia, le débat s'est ensuite porté sur d'autres images. Voilà, et les images qui ont le plus marqué l'opinion publique aux États-Unis, ce sont celles qui étaient révélées sur le plateau de la NBC. La rédaction a reçu un colis très particulier qu'ils montrent d'ailleurs sur leur plateau. Il provenait du tueur lui-même avec 27 vidéos et 43 photos à la clé. Les médias américains pourtant ont souligné que le meurtrier s'est inspiré de la tuerie de Columbine en 1999. Pourtant, ils ont tous diffusé ces images avec bande de son en boucle sans s'interroger que ça pourrait être la source de l'inspiration pour l'avenir. Mais à la suite des réactions très violentes, notamment de la police de Virginie et des familles de victimes, ces chaînes ont retiré les images assez rapidement d'ailleurs, mais ils les ont quand même gardées sur leur site internet. En tout cas, à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire vendredi à midi. Et rappelons simplement que le même jour que cette tuerie, il y a eu 190 morts à Bagdad, lesquels 190 morts ont eu beaucoup de temps d'antenne sur les chaînes françaises, par exemple sur la chaîne publique France 2, 12 fois moins de temps d'antenne. Nous allons maintenant nous arrêter sur les images d'un monde virtuel. Nous allons le faire avec effroi et délice. Nous allons le faire aussi avec vous, Maya Neskovic. Alors, Second Life, c'est un jeu, c'est un univers que ces derniers temps, les états-majors politiques et les chaînes de télévision ont découvert avec fascination. Effectivement, parce que la campagne, la guerre, tout ça, ça commence à devenir un peu lourd. Du coup, les médias se sont beaucoup intéressés à ce nouveau monde, un monde extraordinaire où se retrouvent un tas de gens pour vivre une vie rêvée. Vivre dans la peau d'un autre, avoir une deuxième vie un peu plus belle, un rêve qu'on peut désormais s'offrir grâce à un jeu vidéo en ligne. C'est un espace virtuel où l'on peut se créer une vie rêvée. Second Life, seconde vie en français. Un univers où tout le monde est beau, jeune, intelligent, bourré de talent. Second Life, ça se passe sur Internet. Vous êtes plongé dans un univers virtuel où tout est possible. Dans ce monde à part, Chantal est Miss Yoko. Comme beaucoup d'autres, elle s'est inscrite pour l'aspect ludique et créatif du jeu. Pour moi, c'est une seconde vie, c'est un monde de rêve où je suis là pour rêver. Nick ne se refuse rien. Yacht, piscine à remous et même voiture cabriolet. Sa vie n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'il mène dans son petit 2 pièces et celle-là, c'est lui qui en est le créateur. Alors, pour exister dans ce deuxième monde rêvé, une toute première condition, c'est de se créer son avatar, son double virtuel. Judith Bernard, très courageusement, oui, c'est à vous, très courageusement, vous avez expérimenté pour nous les avatars de la création d'un avatar. Oui, les aléas de la création de l'avatar, c'est la première étape lorsqu'on pénètre dans le théâtre de Second Life, après avoir été accueilli par un ange très engageant qui ne me demande que de cliquer pour le rejoindre. Je me choisis une identité, c'est-à-dire d'abord un nom, pour moi ce sera Judith Blasco, et ensuite une enveloppe corporelle, mais là je n'ai pas tellement le choix, dans ce monde où soi-disant tout est possible.
cible, on est mâle ou femelle, pas de place pour les trans, les traves, les hésitants, tout ça. Je serai donc femelle et pourquoi pas cette créature cybergothique, pâle et sophistiquée comme un personnage de théâtre no. Mais avant de mériter cette incarnation virtuelle, il me faut d'abord livrer des bouts de mon état civil réel. Et là, j'ai un peu l'impression d'être dans ma loge et de quitter un par un mes vêtements de ville. Et de fait, après avoir téléchargé le jeu, on ne m'avait pas prévenu et c'est un peu embarrassant, je dois le dire. C'est à poil que j'atterris, suivi de peu par mon costume. Cet incident vestimentaire me fait considérer la question du look comme assez cruciale pour être traitée prioritairement. Je clique donc sur Appearance et en un tournement, je deviens mon propre chirurgien esthétique avec tout plein de pouvoirs et d'outils très très techniques. Je peux par exemple me faire des yeux couleur de ciel informatique. Je peux aussi choisir entre une bouche de geisha et une bouche de Pamela Anderson. J'hésite un peu. Pour la poitrine, je vais plutôt éviter l'option Pamela afin de m'épargner quelques mauvaises rencontres. Mais par contre, j'opte avec gourmandise pour une minceur de magazine. Voilà, je suis aussi mon propre tailleur et pariant sur une météo clémente, je me confectionne un top sans manches. Je me fais aussi une jupe genou, calmons-nous, et puis des talons hauts, bien certaine que dans ce monde, on peut marcher très longtemps sans jamais avoir mal aux pieds. Touche finale, je me fais les gants de Rita Hayworth et me voilà parée pour entrer en scène. Mais j'ai des réflexes de comédienne et j'ai besoin de me voir avant de commencer à jouer. Et là, j'arrive pas à me voir, je suis toujours de dos, c'est énervant. J'ai besoin d'un miroir. C'est comme une espèce de geste superstitieux, de conjuration du mauvais sort. Je veux un miroir, il faut que je me voie avant de me montrer. Alors, je vole à la recherche de mon bonheur et je tombe, et c'est le cas de le dire parce que je ne maîtrise pas du tout l'atterrissage, je tombe donc, enfin je grimpe vers un jeune homme que j'espère capable de me renseigner. Il s'appelle Touboa et n'a pas beaucoup de conversation. J'ai l'impression d'avoir 2 ans et de faire une rencontre à la crèche. Il me répond par onomatopée et avec des gestes moyennement idoines. Alors pour ne pas le froisser, je fais comme lui, je fais des gestes sympathiques, je ne voudrais pas le blesser, mais en même temps je perds un peu mon temps. Moi je veux un miroir et donc je le salue bien gentiment et je décide de m'y prendre autrement en utilisant le moteur de recherche. Tapez Mirror, cliquez sur Téléporter et me voilà débarquant dans une espèce d'immense magasin de déco complètement désert, un genre d'habitat à Dubaï, vaste comme un palais princier et doté, merveille, de plein de salles de bain. Et donc, je me précipite, je bondis, frémissant d'espoir et peut-être aussi un peu de trac, vers le lavabo où se trouve le miroir. Et là, je découvre, consterné, cette faille dans l'univers de Second Life. Les avatars, comme des spectres ou comme des vampires, n'ont pas de reflet. Et le mien, donc, ne peut pas accéder au stade du miroir. Et nous en resterons donc au stade de la crèche et de ses balbutiements identitaires. Ah, ça, bah déjà une première idée de créneau si on veut faire fortune sur Second Life, fonder une miroiterie. Voilà, avec vrai reflet qui bouge. Une refléterie. Alors, ce qui est très drôle, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, que en fait, vous avez expérimenté aussi les rapports qu'on peut avoir avec son avatar naissant, à quel point on s'identifie à lui, au point que quand votre avatar apparaît toute nue sur l'écran, ça vous a gêné, vous? Oui, parce que j'avais l'impression que l'identification, pour moi, elle était déjà faite, et le fait que ça passe à la télévision, cette image-là, je crois que c'est redoublé, hein, que les téléspectateurs qui me voient fabriquer mon avatar et qui confondent mon identité avec la sienne et qu'elle atterrisse à poil, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ma nudité qui apparaît ici. Donc oui, effectivement, c'est moi qui rougis quand c'est elle qui est toute nue. Et on n'en est pas au premier paradoxe, enfin on n'en est qu'au premier paradoxe de cette émission, on va les énumérer. Alors tous les deux, bah, vous avez aussi des avatars, hein. On va commencer par voir le vôtre, Natacha. Non, alors voilà, ça c'est le... Alors on va commencer par voir le vôtre, Natacha. Vous avez mis longtemps avant de le choisir? Non, c'est par petite touche. C'est super sophistiqué. Il y a du travail là, non? Par petite touche. Ah, ouais. Au fur et à mesure, je l'ai amélioré. Au départ, il ne me ressemblait pas du tout. Et vous, c'est pareil, vous n'y avez pas accordé une importance démesurée? Si, assez importante. Si, assez importante dès le départ. En fait, c'est une représentation virtuelle de soi-même. C'est la première chose que les gens voient. Mais alors vous, par exemple, votre avatar, à la différence de Natacha, est très différent de votre apparence réelle. Oui, hein. absolument. Pourquoi vous avez choisi d'être métisse, par exemple? En fait, c'est pas un acte militant. C'est juste. C'est vrai que en fait, l'idée, c'est que c'est un jeu californien. Et c'est vrai que comme les Américains fonctionnent avec des codes, l'idée,
c'est la blonde. C'est-à-dire qu'est-ce qui est mieux pour pouvoir avoir une activité sociale réussie, c'est d'être blonde, blanche, etc. Donc moi, c'est pour tout rater que vous avez choisi d'être métisse. Non, absolument pas. C'est pour montrer que justement, on pouvait avoir du succès en étant black avec des dreads, et ça s'est très bien passé. D'accord, donc c'était militant. Oui, dans une certaine mesure. Disons que c'était à la fois parce que je trouvais que c'était un aspect rigolo et intéressant. Et voilà, donc voilà, c'était disons, pour sortir du lot, on va dire, justement. Bien au contraire. Mais alors, vous avez l'air de minorer un peu l'importance de l'avatar tous les deux, et pourtant, quand on se balade, on voit qu'il n'y a pas de vieux dans Second Life, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de moche. Si, enfin, tout le monde est quand même, tout le monde est quand même sublime. Les filles sont pulpeuses, les mecs sont athlétiques. Oui, mais c'est pas évident de se vieillir. J'ai cherché à le faire. Il faut s'acheter. Oui, il faut s'acheter une peau de vieux. La peau de vieux est en option. Oui, il faut payer une peau de vieux. Oui, mais ça n'existe. Moi, je n'ai pas trouvé, et j'ai eu des amis d'âge différents qui ont voulu aussi mettre leur âge réel dans leur personnage, qui ont eu beaucoup de difficultés à le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vieux alors. En fait, l'idée c'est comme c'est un monde qui est créé par ses habitants, que c'est les résidents qui font la création. Évidemment, celui qui va produire par exemple une peau de vieux, il va avoir très peu de succès, donc il va moins bien vendre. Donc on est un peu soumis aussi un peu aux lois du marché voilà. C'est vrai que une belle peau de pêche va mieux se vendre qu'une peau de vieux ridée. Mais il y a des spécialistes, il y a des petites boutiques, on peut trouver des spécialistes de chaque chose. Voilà quoi. Maya, évidemment, sur ce sujet comme sur les autres, vous avez fait votre travail de journaliste et vous êtes partie en reportage. Oui, pour une fois, j'ai fait une vraie enquête de terrain. Voilà, c'est sympa. Pas seulement le téléphone. Non. Et donc, moi aussi, je me suis fait un avatar. Et alors, comme moi, j'ai pas pris le modèle gothique, j'ai pris le modèle standard. Du coup, j'avais des vêtements un peu pourris, t-shirt blanc et pantalon bleu. Et puis, comme j'arrivais pas à me faire une coupe correcte, j'ai décidé d'être chauve avec juste une petite crête. Voilà. Et voilà, après ça, je me suis téléportée sur une île, l'île Gaïa, qui est l'île d'accueil pour les Français, où on vous donne plein d'explications pour évoluer dans le jeu. Alors, le premier truc à comprendre, c'est que les bulles au-dessus de ma tête et de tout le monde, ce sont les faux noms des personnages dans Second Life, et que derrière chaque personnage, il y a une vraie personne, mais on ne sait pas qui c'est. Et même dans la bulle, on peut voir si elle est connectée ou pas. Alors, ensuite, quand on veut parler à quelqu'un, il faut s'approcher de lui. Et puis, quand les personnages parlent, ils font le geste de taper sur le clavier. Et puis, ça s'inscrit dans une fenêtre en bas à gauche. Peut-être vous la voyez pas très bien, mais elle y est. Ensuite, voilà, donc je maîtrisais quelques trucs et j'ai donc décidé de partir en exploration. Ah non, pardon. Avant l'exploration, j'ai rencontré un certain Bonetto qui est venu. C'est la première personne qui est venue me parler. Et lui, il m'a tout de suite proposé d'aller me baigner toute nue et plus si affinité. Et après, j'ai à peine eu le temps de répondre qu'il y a un monsieur que je voyais pas qui lui a dit « Arrête d'embêter toutes les filles ». Du coup, voilà que mon premier et pour l'instant, seul ami a filé à l'anglaise. Donc voilà, après ces aventures, j'ai décidé de commencer l'exploration. Et là, c'était un peu la désillusion parce que je suis tombée que sur des endroits désespérément vides et glauques, des bureaux vides, on ne sait pas où c'est, mais c'est vide. On ne sait pas où c'est, mais c'est vide. Des bureaux vides, des boutiques vides, des galeries de peinture vides. Il y avait des boîtes de nuit aussi, mais personne, donc je dansais toute seule. Et puis j'ai même trouvé un manège, mais là toujours pas d'amis pour faire un tour avec moi. Donc j'ai fait un tour toute seule. Alors là j'ai réfléchi un peu, je me suis dit pour trouver du monde, j'ai qu'à taper sexe sur le moteur de recherche. Et là bingo, effectivement, je suis allée dans une boîte à orgie et là c'était blindé de monde, des bulles dans tous les sens. Mais finalement la conversation était un peu limitée et les gens avaient quand même des tenues bizarres. Je ne sais pas si vous avez bien vu les détails. Il vaut mieux pas. Voilà, alors après tout ça, je dois avouer que j'étais à deux doigts de tout laisser tomber, mais bon, il y avait quand même une émission à faire. Et donc, je me suis trouvé un guide, un pro, qui s'appelle Jean-Marie Tassi. Il a une société USIC, et lui, c'est une sorte de bâtisseur, un architecte dans Second Life. Et alors là, il a pris le contrôle de mon avatar, et là, tout a changé. Il m'a emmené sur son île, et comme c'est lui qui a tout créé, il m'a montré l'envers du décor, et j'ai découvert que, en fait, derrière chaque vase, chaque palmier, même chaque fauteuil, escalier, il y avait un enchevêtrement de lignes et de courbes.
Et puis comme je trouvais, figurez-vous, qu'il faisait trop sombre, eh ben, il a fait se lever le soleil rien que pour moi. Voilà, la classe. Et puis après ça, il m'a promené dans les coins les plus sympas de son île. Voilà, j'ai médité sur un champignon. Puis après, je me suis détendue sur les canapés. J'ai admiré le paysage et puis il y avait des bruits de grenouilles. Après ça, c'est son avatar qui m'a rejoint et là, il m'a super impressionnée en faisant de la planche à voile au milieu des orques. Du coup, on a sympathisé au bord de la piscine et tout ça s'est terminé par une balade terriblement romantique en deltaplane vers le soleil levant ou couchant parce que c'est comme je veux. On ne connaîtra pas la suite, mais on ne vous la demandera pas. Mais enfin, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas tout à fait du jeu quand même, parce que pour trouver ce guide, vous avez dû passer par la vraie vie, en fait. Oui, par un vrai téléphone, parce qu'en fait, j'avais appris qu'il y avait un chanteur, le chanteur du groupe Zebda, qui sortait un disque et qui avait fait un lieu sur Second Life. Du coup, j'ai appelé la boîte de la maison de production de ce chanteur, qui m'a expliqué qui faisait ce lieu, et donc je suis tombée sur Jean-Marie Tassi, qui est venu dans la vraie vie, dans mon vrai bureau, et qui m'a montré avec ses doigts les touches qu'il fallait activer. Juste une chose, Luc Payon, on a vu le montage de la manière dont les télévisions françaises présentent le jeu, le système, depuis quelques semaines. Enfin, il y a beaucoup de sujets, et notamment une des choses qu'on dit, c'est très couru, il y a des millions de gens, il y a la foule, et en fait, quand on arrive comme ça et qu'on se pointe, on voit que tout est vide. Alors, c'est notre première impression qui est fausse ou vraiment, pour l'instant, tout est vide? Alors, il y a un décalage entre les chiffres donnés par l'éditeur de la plateforme qui est l'Eden Lab. Entre le nombre d'inscrits, il y a effectivement à peu près plus de 5 millions de personnes qui se sont inscrites sur le jeu, mais depuis 2 ou 3 ans. Et en réalité, la plupart ne sont jamais revenus dans Second Life. C'est-à-dire que, non, mais nous, notre impression, c'est qu'il n'y a personne. Mais il n'y a pas tant de gens que ça. C'est-à-dire qu'il y a à peu près au même moment pas plus de 30 000 personnes connectées. Dans le monde. Dans le monde, oui. 30 000. Donc entre 5 millions d'inscrits et 30 000 personnes connectées au même moment, il y a une sacrée différence qui explique qu'il y ait de nombreux lieux qui soient effectivement déserts. Ouais, ce qu'il faut juste expliquer, c'est que moi, j'y suis allée pendant mes heures de travail, donc le jour, et que la majorité des gens se connectent en pleine nuit. Alors, une des choses les plus troublantes quand on commence à se familiariser avec cet univers, avec ce jeu, c'est qu'on peut y dépenser et y gagner de l'argent, du vrai argent, en vendant des habits ou, on le disait tout à l'heure, des peaux de vieux, par exemple, vous le disiez, qui sont parfaitement virtuels. Alors, évidemment, David, évidemment, je ne pouvais vous fixer qu'une seule mission. Enrichissez-vous en 48 heures. Oui, mais alors avant de m'enrichir comme Mayel, il fallait que je me crée un avatar, moi aussi, que vous découvrez sur ces images. Et je ne suis pas parti comme ça pour réussir ma deuxième vie. J'avais quand même un petit avantage. Le producteur d'Arrêt sur Image m'a prêté sa carte bancaire, ce qui fait que j'avais un crédit. Son vrai numéro, j'avais un crédit de 50 €. Donc voilà mon avatar avec des lunettes. Je vous parlerai du lieu d'achat de mes lunettes tout à l'heure. Mais le problème, c'est que, bon, pour tous les gens qui aiment la vie facile, on a envie de faire de l'argent facile quand on commence comme ça, avec cet objectif de gagner de l'argent. Donc je me suis dirigé vers un des nombreux casinos que compte Second Life. Alors j'ai absolument rien compris à la façon dont on jouait à la roulette. Et j'ai préféré me diriger vers le Bandit Manchot, parce que j'avais déjà joué dans la vraie vie au Bandit Manchot. Et donc là, j'ai crédité ma carte, j'ai joué. Bien évidemment, j'ai perdu. Et j'ai quitté le casino, la queue basse, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Alors, dans Second Life, il y a une activité qui est très simple, comme la plupart des lieux sont effectivement déserts, on fait de la figuration et on est payé pour faire de la figuration. Et donc, pourquoi j'ai choisi une boîte de striptease? Ne me le demandez pas. Et je me suis dit, je vais faire de la figuration là, mais tant qu'à joindre l'utile à l'agréable, je vais faire gogo danseur. Et alors, j'ai eu le plus grand mal à me déshabiller, parce que techniquement, je suis nul. Et donc, j'ai pas pu faire comme la jeune femme, remuer mes fesses et gagner de l'argent comme ça en m'exhibant. Encore raté. Voilà, donc là j'étais dans des lieux de perdition, des lieux de vise, et je me suis dit, il faut vraiment gagner de l'argent. Et effectivement, l'immobilier, comme on l'a vu dans le reportage, c'est ça la clé de ma réussite. Alors je trouve une galerie marchande, et je me dis, je vais acheter un emplacement. Et je trouve celui-là qui était très bien placé, juste face à l'entrée.
Et je me dis, tiens, je vais le louer. Je voulais pas investir tout de suite parce que je me suis dit, si je rentabilise pas mon investissement, je préfère louer. J'étais dans une stratégie un peu prudente. Le problème, c'est que je me suis retrouvé avec une boutique totalement vide et je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu vas vendre là-dedans? Alors, Second Life a pensé à tout et met à votre disposition une palette graphique pour créer des objets en 3D. Je me suis dit, je vais vendre des poteries. Alors je me suis dit, je vais faire de très belles poteries en 3D, mais comme je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas réussi à faire des poteries. Et immédiatement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce local vide? Et là, j'avise une jeune femme, plutôt plantureuse, avec un superbe survêtement. Elle lui dit, est-ce que tu veux partager le coup et devenir ma colocataire? Et elle m'a méprisé. Parce qu'elle-même voulait ouvrir un commerce et elle m'a dit, si tu veux achalander ta boutique, t'as qu'à aller chez Freebuys. Alors qu'est-ce que c'est que Freebuys? C'est une espèce de foire-fouille géante où on peut s'approvisionner en tout un tas d'objets pour pouvoir éventuellement les revendre. Alors je me téléporte dans Freebuys, je me paume dans les galeries marchandes de cette foire-fouille. Et là, je découvre un matériel de hi-fi. Et je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Je vais faire disque jockey dans le monde virtuel. Je vais faire danser les gens. Et je vais faire disque jockey conventionné. Donc, je m'approvisionne en matériel. Je reviens dans ma boutique. Et à ce moment-là, je n'arrive pas à décharger le matériel. Je n'arrive pas à faire danser personne, ni à passer le moindre disque. Et donc là, je me suis dit, je vais faire esclave. Et donc, j'ai retrouver ma copine qui, elle, avait prospéré dans le commerce de t-shirts à l'effigie de chiens. Et je lui dis, écoute, embauche-moi, donne-moi un quignon de pain par mois, je serai l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, et je deviens ton vigile. Et elle a commencé à me donner des ordres, à me faire bosser. Et je dois dire qu'être placé sous les ordres de cette femme assez dominatrice, ça m'a pas plu. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de gagner ma vie autrement. Et là, j'ai eu une idée malhonnête. Je me suis dit, je vais lier le monde réel et le monde virtuel. Je vous ai parlé de mes lunettes tout à l'heure parce que je les ai achetées dans Second Life, parce que je voulais absolument quand même que mon avatar me ressemble un petit peu. Et ces lunettes, je les ai achetées chez Promoptique, un informaticien dans la vie réelle, qui est informaticien, et qui, dans cette vie virtuelle, elle s'est dit, je vais vendre des lunettes. Et il est très malin, parce qu'en fait, le réflexe que j'ai eu, moi, d'essayer de me ressembler, il y a énormément de gens qui ont des lunettes et qui veulent ressembler, que leur avatar leur ressemble. Donc on a négocié ce matin, au dernier moment, et j'ai dit à Nib Tardis, écoute mon vieux, si tu me... Nib Tardis, c'est son vrai nom ou c'est le nom de l'avatar? l'avatar? C'est son avatar. C'est le nom de son avatar. Il s'appelle Nib Tardis. Et je dis à Nib, écoute mon vieux, Schneiderman m'a filé un challenge irréalisable, faire du pognon dans Second Life, il faut que tu m'aides. Et là, j'ai fait ce qu'on n'a jamais fait dans Arrêt sur Image, c'est-à-dire je lui ai dit, écoute, je parlerai de ta marque sur le plateau, Promoptique, une excellente marque de lunettes, et en échange de quoi tu me files du pognon et on s'arrange comme ça à l'amiable. Et il m'a dit banco, alors je dis mais jusqu'où t'es prêt à aller? Il me dit l'équivalent de 30 €, ce qui doit faire quelques milliers de Linden dollars. C'est énorme. C'est pas mal, ouais. Alors il me les a pas encore donnés, il a me dit écoute je vais te donner déjà 1000 Linden dollars pour savoir si tu es capable de parler de ma marque, et il m'a filé un t-shirt. Le t-shirt Promoptique que je porte, je ne l'ai pas encore sur moi, j'ai juste des lunettes. L'avatar le porte. L'avatar le porte et il m'a dit maintenant tu vas faire une démonstration avec t-shirt et lunettes, tu vas sur le podium là et voilà. Donc j'ai le plaisir de vous présenter la marque Promoptique, mon t-shirt Promoptique. Si vous voulez des lunettes dans Second Life, vous allez voir Nib Tardis et il se fera un plaisir de vous offrir votre paire de lunettes. Voilà, le contrat est rempli, contrat publicitaire. Enfin, il vous offrira rien du tout si vous ne travaillez pas à Arrêt sur Image. Ce qu'il faut dire, c'est que évidemment les journalistes sont ultra favorisés. Ils sont favorisés, ils sont hyper corrompus dans mon cas. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je ne suis pas complètement corrompu parce qu'on s'est dit, mais est-ce que Primoptique, ça existe? Et en fait, la marque n'existe pas dans le monde réel. Il l'a créée spécialement pour Second Life. Voilà. Bon, alors c'est un peu vertigineux, tout ça, ces achats de lunettes virtuelles, d'habits virtuels, de terrains virtuels avec la monnaie du jeu, qui est une monnaie de singe, mais qui est convertible en monnaie réelle. Et alors, pour accroître encore le trouble et la confusion, vous avez consacré dans Libération une grande enquête extrêmement sérieuse aux conditions de travail dans Second Life. Et vous nous révélez une chose, il y a des exploités dans Second Life, il y a des prolétaires dans Second Life. Alors, comment ça s'est passé, cette enquête? Comment ça a commencé, d'abord? Alors, on m'avait parlé de façon personnelle de Second Life. Il y avait eu aussi une couverture médiatique au début de l'année assez avancée, notamment dans les médias audiovisuels. Et je suis spécialisé sur les questions de travail, emploi, monde de l'entreprise. Et dans le vrai monde, dans la vie réelle, bien sûr. Et je me suis dit, s'il y a un monde et s'il y a une économie, il y a forcément des gens qui y travaillent. Donc, ça peut m'intéresser. Et j'ai donc créé un avatar journaliste pour mener l'enquête au sein de Second Life. Et alors là, vous arrivez... Et alors, aux surprises, vous découvrez que les gens n'osent pas vous parler, les gens ont peur de vous parler?
Il y a beaucoup de méfiance, mais il y a une méfiance naturelle envers les journalistes dans la vie réelle. Elle est peut-être plus prononcée dans Second Life parce qu'il y a un dédoublement de personnalité, il y a une volonté de vraiment cloisonner son personnage dans la vie réelle et son personnage dans la vie virtuelle. Donc il y a d'autant plus de méfiance envers un journaliste réel, qui arrive pour les questionner, pour les interroger. Pour chercher à comprendre, vous vous présentez dans le jeu comme je suis journaliste à Libé et je fais une enquête. Exactement, oui. Et alors les réactions, c'est quoi? C'est beaucoup de refus. Beaucoup de méfiance, des discours très critiques sur les journalistes qu'on retrouve dans la vie réelle mais qui sont encore plus prononcés dans la vie virtuelle. La population francophone de Second Life reprochant aux journalistes d'avoir fait une couverture médiatique de Second Life erronée et incitant les gens à aller faire de l'argent sur Second Life facilement. Et donc les pionniers de Second Life reprochent aux journalistes d'avoir fait venir dans le jeu des gens assez cupides finalement et assez qui viennent que pour faire de l'argent. Ça ils le reprochent aux journalistes. Bon, mais enfin courageusement votre avatar persiste dans son enquête. Oui. Et alors, je rencontre des gens étonnants, des gens qui se prennent très au sérieux, parce qu'il faut se prendre au sérieux dans Second Life pour y croire, parce que finalement, c'est un monde qui n'existe pas. Donc si les gens ne jouent pas le jeu, c'est difficile, même psychologiquement, de continuer à vivre dans Second Life. Des gens qui font des affaires, effectivement, mais au prix d'un investissement financier et en temps très important. Et puis, effectivement, on a des gens très sérieux qui se prennent au sérieux, et puis il y a un moment où on ne peut pas faire l'interview par chat uniquement parce que c'est trop long, donc on demande le numéro de téléphone. Et quand les gens décrochent, on tombe sur des ados, des gens qui ont 19, 20 ans, 21 ans, et qui se sont présentés costard-cravate dans le jeu avec un discours très homme d'affaires. Et quand on gratte et quand on les rencontre dans la vie réelle, oui, on tombe sur... C'est surprenant, oui. Mais alors, par exemple, ce que vous racontez aussi dans l'enquête, c'est que vous tombez sur un truc incroyable, qui est un agent immobilier qui emploie des gens pour faire des transactions pour son agence. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est un peu la catégorie supérieure de gens qui vont effectivement mener les négociations commerciales pour le vrai propriétaire et se payer de l'ordre de 5% sur la transaction. Vous touchez une commission comme dans Ils touchent une commission comme dans la vraie vie, tout à fait, oui. Donc c'est... ça, c'est un peu le stade au-dessus, mais... En fait, il y a deux motivations pour les gens qui veulent gagner de l'argent dans Second Life. La première, c'est simplement pour les besoins du jeu, c'est acheter des lunettes comme monsieur, améliorer un peu son look. Ça, c'est la très grande majorité des gens, c'est-à-dire que l'argent reste dans le jeu. On ne transforme pas ces Hidden Labs en vrais dollars puis en euros. Et puis, l'autre motivation, c'est de gagner de l'argent pour de vrai. Et là, on va sortir la carte bleue. On va prendre un abonnement premium, on va acheter des terrains, on va faire de la spéculation immobilière avec comme arrière-pensée à un moment de faire la bascule et de transformer ces Linden dollars en dollars puis en euros et de les rapatrier sur son compte bancaire bien réel pour le coup. D'accord. Alors ce dont on se rend compte en vous écoutant, c'est que ça ne peut fonctionner que si le système prospère. C'est-à-dire si de plus en plus de gens viennent sur Second Life, si la bulle enfle encore, et comme ça, effectivement, on est dans un modèle qui est une espèce de course en avant, comme ça, qui peut permettre à quelqu'un qui a acheté un terrain pour un certain prix de le revendre le double ou le triple. Mais évidemment... Sur le web, c'est pareil, vous savez, les sites internet, au départ, il y a des petites communautés, une petite audience, et au fur et à mesure des années, c'est ce qu'on appelle les communautés virtuelles qui donnent de la valeur au site. Oui, non, mais c'est ce qu'on appelle aussi la bulle en français. Et puis on a vu il y a quelques années qu'il y a une bulle qui s'est crevée, et puis il y avait des sites qui valaient des millions de dollars qui se sont retrouvés... Aujourd'hui, YouTube a été vendu à Google $1,5 milliard de dollars. Oui, il y en a quelques-uns. Alors là, sur ce plateau, on est en train d'essayer de relativiser les choses, mais toujours est-il que les quelques pionniers de Second Life ont fourni de belles images et de belles histoires aux médias qui s'y sont précipités, à commencer par vous, puisque vous êtes là. Oui, vous aussi, vous avez servi de guide, alors c'était pour M6, et alors vous leur avez aussi servi un peu de spécimen. Les caméras sont venues dans votre vrai chez vous pour vous voir jouer, mais bizarrement, elles ont beaucoup insisté sur l'état de délabrement avancé de votre misérable 2 pièces.
Nicolas vit en région parisienne dans ce 2 pièces. Très fonctionnel, hein. Il y a juste ce qu'il faut et c'est très bien. Fringues abandonnées sur le lit, vaisselle entassée dans l'évier. De toute évidence, ce célibataire a un sérieux problème de rangement. Vivant seul, n'ayant pas de femme de ménage, c'est vrai qu'il y a les tâches ménagères qui s'accumulent par moment. Donc on essaye de maintenir les choses dans la mesure du possible. Mais c'est vrai que la vaisselle, parfois, elle passe à l'as. Et beaucoup de choses passent à l'as car depuis des mois, Nicolas mène une double vie. Tous les jours, il se glisse dans la peau d'un autre, un personnage virtuel. La métamorphose se produit à chaque fois qu'il s'assied dans son fauteuil pour se connecter à Internet et entrer dans sa seconde vie. Voici à quoi ressemble son double virtuel. Pour ceux qui le fréquentent sur Internet, Nicolas s'appelle Nick et son look n'a rien à voir. Un élégant métis avec sourire ultra bright et regard en acier trempé. Et Nick Rhodes, c'est mon double. C'est une représentation de moi un petit peu sublimée. Enfin, à la limite, je lui ai fait un look que j'aimerais peut-être avoir dans la vraie vie, où je peux plus me lâcher. J'ai poussé l'exotisme, je suis un peu bad boy. C'est vrai que bon, j'y suis allé à fond. Voilà, j'ai toujours des piscines à côté de moi, j'ai toujours un maillot de prêt. Donc voilà, on voit bien l'histoire que M6 essaye de raconter, Ouais, c'est-à-dire d'un type qui vit au milieu de ces empilements de vaisselle, dans son 2 pièces, et qui va s'éclater dans Second Life. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils ont caricaturé le contraste pour les besoins de la démonstration? Par exemple, la vaisselle, vous nous avez raconté qu'ils vous ont fait faire la vaisselle. Oui, c'est à un moment donné, ils voulaient me voir dans des tâches quotidiennes, mais pour montrer un peu voilà, comment les gens vivent et tout. Mais en fait, l'idée c'était qu'en fait, il a une vie... La vaisselle? Ouais, pourri quoi, et il a une seconde vie. Parce qu'au départ, c'était ça. C'est vrai que les journalistes ont beaucoup pris le nom à Second Life au premier degré, et donc il n'a pas de vie, c'est un no life comme on dit, et donc mais c'est pas du tout ça. Je travaille à côté, j'ai une vie satisfaisante. Enfin voilà, mon appart, bon, il est parfois bordélique, mais bon, c'est pas non plus. Tu fais ton lit de temps en temps? Oui, je fais mon lit absolument. Voilà, non, je pense qu'il cherchait un angle, donc j'ai épousé le format. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une professionnalisation des gens qui sont dans Second Life. En l'occurrence, moi, c'est vrai que, compte tenu de mon expérience, je connais la Second Life depuis vraiment le tout début. J'ai monté avec un associé Extralab, et en fait, on a été contacté. Qui est votre société? Alors, juste, on va voir en image les activités de votre société dans Second Life. Nous avons envoyé un exemple. C'était lors de la sortie de l'album du groupe R. Ouais. Vous avez créé un espèce de studio d'enregistrement un peu virtuel, voilà. En fait, on a fait ce qu'on appelait une airbox, c'est les éléments de l'album. On a comment dirais-je, c'est donc avec EMI, hein, donc le producteur voilà, de ce groupe musical. Et donc en fait, on a reproduit les éléments de l'album dans Second Life avec une chambre d'écoute où on peut écouter les éléments de l'album. Donc concrètement, vous avez créé une sorte de studio d'écoute virtuel, voilà, dans lequel on peut venir écouter les morceaux du dernier album. C'est une des premières initiatives françaises dans ce sens. Il y a eu déjà des choses faites aux États-Unis. Ouais. Et le producteur vous a payé pour ça? Oui, absolument. Avec du vrai argent? Avec du vrai argent, c'était un contrat normal. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous pouvez très bien utiliser Second Life, puisque aujourd'hui les annonceurs veulent avoir leur site dans Second Life. Hein, moi, je suis en contact avec beaucoup de... Les agences sont débordées de gens qui leur disent on veut de l'affichage, on veut de la pub, on veut de l'Internet et on veut du Second Life. Or, les agences ont loupé le train. Elles ne savent pas faire. Elles ne savent pas faire. Il faut faire appel aux résidents. Judith. Oui, moi ce qui me fait flipper quand j'entends tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une énorme pompe à absorber du désir d'émancipation. Quand on a envie de changer, de se libérer de ces contingences réelles, et ben on part dans cet univers-là. Mais c'est une pompe donc qui absorbe ça, et c'est des forces qui se perdent pour le changement dans le monde réel. C'est-à-dire que tout ça, c'est à terme, si ça a vocation à se développer, et il semblerait quand même que c'est le projet, c'est la meilleure invention pour neutraliser totalement toutes les luttes sociales et toute ambition de transformer le monde réel, puisque tous les désirs de changement sont bouffés par la machine. À côté de votre article, il y avait un article très intéressant d'un spécialiste du droit du travail qui prédisait que les conflits du travail allaient se développer sur Second Life. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont finir par revendiquer des contrats, revendiquer des salaires plus élevés. C'est ce que vous pensez? Alors, c'est ce que dans l'interview expliquait M. Jean Solin.
spécialiste de l'économie d'Internet. Mais vous croyez vraiment qu'il va y avoir des revendications sur Second Life? Des manifs Il y a eu des manifs politiques, des revendications juridiques. Il peut y avoir des conflits à l'extérieur de la plateforme, c'est-à-dire vous avez travaillé, on ne vous a pas payé, éventuellement aller saisir un avocat dans la vie réelle et pour aller traîner devant la justice réelle la personne réelle qui correspond à votre de l'autre employeur. côté de la fracture numérique, de toute façon, le monde réel continue, lui, de courir à sa misère ou à ses désastres, pendant qu'il y en a quelques... Ce qui me désole, moi, c'est quand vous avez parlé de ceux des 18, 19, 20, 21 ans que vous avez croisés, là. Ils sont grands entrepreneurs dans le Second Life, et dans la vraie vie, c'est des petits jeunes qui ont envie de rêve, qui ont envie de changer, qui ont envie de s'inventer des vies. Mais il ferait mieux, ces jeunes, d'inventer des vies dans la vraie vie et de changer le monde, Le quoi. problème, c'est que sinon, ils regardent la télévision. C'est aussi la société dans laquelle nous vivons. Non, c'est la société dans laquelle nous vivons qui crée ça. Le problème aujourd'hui sur Second Life, c'est qu'il n'y a pas de règles. Quelle justice compétente d'ailleurs par rapport à ces conflits, sachant que c'est aussi un monde international, donc quelle juridiction de quel pays. Mais c'est vrai qu'il y a un problème plus général dans Second Life, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire c'est l'ultralibéralisme, c'est sauvage. C'est un peu l'ultralibéralisme. Vous pouvez faire travailler des Chinois, par exemple. Vous pouvez faire travailler des Chinois, mais il y a des jeux. Comment ça vous pouvez faire travailler des Chinois? Le truc, c'est qu'on peut faire aussi travailler, vu qu'il y a la monnaie que vous achetez, que vous convertissez en ligne d'un dollar, vous pouvez très bien faire travailler quelqu'un à l'autre bout du monde et le payer avec la monnaie virtuelle. Donc il n'y a pas de contrôle par rapport à ça. Et c'est un des aspects, en même temps, les plus inquiétants, les plus intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un jeu qui s'appelle World of Warcraft, qui est très connu sur Internet. Il y a 7 millions de personnes qui jouent actuellement. Il y a 500 000 petits Chinois qui travaillent pour des gamins qui, avec leur argent de poche, leur payent avec des objets dans ce monde pour que les Chinois avancent dans le jeu. Donc il y a déjà des gens qui sont exploités, ça existe déjà. Ouais. Et il y aura des conflits aussi sur... Sachant que Second Life n'est pas un jeu. Oui, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Mais je pense qu'il y aura des conflits. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça change quoi? Ah ben, ça change beaucoup. C'est pas un jeu. C'est une plateforme, c'est un monde virtuel, mais c'est pas un jeu. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir une vision pessimiste, mais c'est aussi la dégringolade. La dégringolade. Oui, c'est-à-dire, bon, heureusement que j'avais la carte de crédit du producteur d'arrêt sur image, mais quand on commence, on se dit, j'ai l'impression d'être paumé dans une zone industrielle et que finalement, je redécouvre ce que c'est que l'altérité, la précarité, le fait de se dire, il faut que tu te débrouilles. J'ai fait la manche à un moment donné pour voir si les gens étaient généreux et pour voir si j'aurais une chance d'avoir un rond. Et à ce moment-là, j'ai eu, un millième ou un millionième de ce qui doit se passer dans la tête de quelqu'un qui fait vraiment la manche. Alors, évidemment, je n'ai pas fait un chemin de croix et je n'ai pas été en camp de rééducation. Mais il y a quelque chose de vierge là-dedans qu'on peut apprendre à redécouvrir. Nicolas Barial. En fait, ce qu'il faut quand même dans Second Life, il y a quand même un parcours initiatique au départ. C'est vrai qu'en un jour, on ne peut pas appréhender tout. On est bizuté, disons-le. Oui, dans une certaine mesure. On est bizuté, par soi-même, essentiellement. Non, mais vous l'avez vécu. Quand vous arrivez, personne ne vous adresse la parole, franchement. On peut chercher. Il y a des... de partout. Ouais, voilà, mais il y a aussi, on peut apprendre. Il y a des écoles qui vous apprennent, par exemple, à construire. Donc c'est très important, par exemple, de s'intéresser. Dans Second Life, bien sûr, il y a des écoles. Que dès que vous cliquez sur un objet, vous regardez, vous avez son créateur. Non, il y a des communautés bénévoles. Là, l'enseignement libre, gratuit. Oui, même de langue, on peut apprendre l'anglais. Aussi, c'est très pratique pour ce genre de choses. Depuis le début, on est entre deux discours, c'est-à-dire que vous dites ça va devenir, voilà ce que ça va devenir, mais en même temps, ça peut très bien ne rien devenir du tout et se casser la figure. Oui, sauf que, si vous voulez, la chance que la bulle a de gonfler, c'est effectivement de susciter ce qu'on est en train de faire d'ailleurs sur ce plateau, c'est-à-dire du buzz sur les médias qui attire du nouveau public, qui fasse que effectivement ça gonfle. L'Internet aujourd'hui est quand même quelque chose d'important, est en pleine croissance, est stable, il n'y a plus vraiment une bulle, on parle plus de bulle, ça c'était il y a 6 ou 7 ans. Heureusement, on a passé le cap, sinon il n'y aurait pas de parti politique dans Second Life, il n'y aurait pas des gens qui cherchent à organiser des choses, des associations. Il y a l'aspect marchand, mais il y a l'aspect aussi culturel. Alors, puisque vous parlez de politique, ça tombe bien, puisqu'on voulait montrer quand même quelques images, puisque l'occasion grâce à laquelle Second Life a acquis une notoriété fulgurante en France ces dernières semaines, c'est qu'un certain nombre de candidats y ont ouvert des permanences. Et en cette dernière semaine de campagne, je suis allée faire un tour dans les QG de plusieurs candidats dont je vais bien me garder de prononcer le nom puisqu'on est le 22 avril. Donc je me suis rendue d'abord dans le QG d'une candidate. Et coup de bol, il y avait
avait justement ce jour-là une conférence qui venait de commencer. Et en plus, il y avait un peu de monde. Alors, je me suis renseignée. On m'a expliqué que le sujet, c'était discrimination et citoyenneté dans les banlieues. Donc, super. Alors, voilà, j'écoute. Mais vite fait, je me rends compte que c'est un peu n'importe quoi, que c'est la dame en blanc qui monopolise le truc, que personne ne se parle, que personne ne s'écoute vraiment. Donc, ça tourne un peu en rond. Du coup, je décide d'aller voir ailleurs et de changer de crèmerie. Donc, je vais directement sur l'île d'un autre candidat. Alors là aussi, c'est plus joli, hein? Ouais, c'est... On peut deviner, non, mais l'autre, il était pas mal, mais on n'a pas tout vu. Pas de monde candidat. Alors là, il y avait un peu de monde, ça parlait pas vraiment, ça parlait pas de politique. En tout cas, du coup, j'ai entamé la conversation avec le costaud à côté. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il faisait le tour pour essayer de convaincre le maximum de monde de voter pour son candidat favori. Mais notre conversation a vite été polluée par l'arrivée d'une blonde. Vous allez la voir, là, elle va apparaître à droite de votre écran. Elle est pour l'instant en gris, mais après, elle va avoir un pantalon blanc. Et cette blonde, en fait, elle est allée faire un peu le tour de tout le monde et elle a proposé aux gens d'acheter une voiture pas chère. Alors, j'imagine une fausse Elle venait faire de la tape pour les voitures. Elle venait faire... C'était David déguisé en femme. Voilà, je pense qu'elle gagnait un peu son argent comme ça. Et vous voyez, elle passait de gens en gens. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on a son discours à elle qui intervient dans ma conversation avec le jeune homme. Du coup, le débat un peu tourné court. J'ai donc encore une fois changé de lieu et je suis allée chez un autre candidat où là des gens très chics ont bien voulu répondre à mes questions parce que je disais toujours que j'étais journaliste et alors je leur demande mais les gens qui viennent là, ils viennent par curiosité, par intérêt ou juste pour vous insulter et en fait le monsieur là avec le costume et la drôle de coiffure pendant qu'on était en train de parler tout d'un coup me dit attention on est attaqué, je me retourne et effectivement une attaque de boules tricolores, des centaines de boules qui envahissaient tout l'espace. Alors, ça fait pas mal, mais c'est un peu gênant pour poursuivre la conversation et voir ce qui se passe. Et du coup, voilà, eux, ils ont trouvé finalement apparemment le responsable de cette attaque et ils ont réussi à le virer de leur lieu. Alors, attendez, juste techniquement, une attaque, enfin un attentat, là on vient de voir un attentat contre une permanence de parti politique. Comment techniquement c'est possible? C'est-à-dire que c'est prévu par le logiciel, le créateur du jeu a prévu la possibilité de faire des attentats à la boule Là c'est en fait du troll, ce qu'on appelle du trolling, c'est-à-dire c'est des personnes malfaisantes qui mettent des objets visuels pour gêner une conférence. Mais ça veut dire que le logiciel le permet. Ça veut dire que on peut créer des objets, donc vous pouvez les créer des animations. programmateurs de Second Life ont prévu la possibilité d'attentat. Non, c'est pas un attentat au sens une bombe qui fait des morts, heureusement. Bah oui, mais enfin, ça c'est de la pollution visuelle. Donc effectivement, les QG de campagne, moi je suis la campagne dans Second Life, les QG de campagne sont beaucoup attaqués par des opposants qui viennent empêcher qu'il y ait lieu les débats. Mais c'est que ces opposants, ils sont entrés dans les programmes informatiques et ils ont piraté les programmes informatiques ou c'est que c'est prévu, Ni l'un ni l'autre. En fait, on peut créer des objets. Donc, comme on peut créer des objets, on peut créer des animations. Vous pouvez très bien faire un nuage d'objets qui empêche visuellement d'assister à la conférence et donc l'attaquer. Faire un bouquet de fleurs. On peut aussi pousser les gens. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que par exemple, quand vous êtes agressé physiquement dans Second Life, il y a quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, si on arrive tout nu, il y a quelque chose qui y a trait à votre corps et à votre personne. Ça fait mal. Ça vous agresse. C'est-à-dire que les attaques dans Second Life vous agressent plus que des attaques en ligne sur les blogs. Mais ça vous est arrivé? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a poussé, je me suis fait capturer dans une cage, et j'ai été repropulsée très loin, etc. Après, vous pouvez porter des objets qui vous protègent, ou alors être dans des zones où il y a des modérateurs qui veillent et qui appliquent des règles. Par exemple, notre association, on a développé des règles qui s'appellent la charte Netic. Les QG de partis politiques l'ont adoptée et ensemble, on travaille avec les humains associés pour cette charte de bonne conduite sur les blogs et dans Second Life. Et d'ailleurs, on organise des conférences sur notre île avec les représentants des partis politiques, des net campagnes, des vrais partis, des vrais QG, qui sont venus discuter de ça avec nous en vidéo, en audio, avec les avatars. Vous n'aviez pas d'avatar? Enfin non, je n'avais juste pas fini. Il n'y a pas d'avatar encore pour l'instant d'homme politique, sauf un qu'on avait aussi, qui est suffisamment reconnaissable, vous allez le voir, pour que je n'ai pas à citer son nom. Et donc là, il participait justement à une conférence. À côté, c'est le chanteur de Zebda, Majid Cherfi, qui organisait dans son lieu... Hillary Clinton a un grand QG. Ouais. Et il a annoncé qu'elle viendra l'année prochaine pour les grandes élections américaines. Les QG de campagne américains
on crée des lieux et déjà ont des avatars de leurs sénateurs. Ce qui est assez intéressant dans cet univers virtuel, c'est que ce qui a passionné la philosophie politique pendant de longues années, c'est-à-dire comment on organise une société et comment la politique naît, on peut voir des bribes de ça en direct dans Second Life, même si c'est pollué par le merchandising, des types comme moi. Sauf qu'il y a de l'argent dès le début. Il y a de l'argent dès le début, mais il y a aussi dès le début l'homme est un loup pour l'homme. Il y a dès le début des communautés qui s'organisent exactement comme dans le documentaire qu'on a vu la semaine dernière sur l'histoire de l'homme, etc. Et donc c'est assez amusant de voir les hommes, là, et les femmes, recréer ce que c'est que la communauté politique, même avec des avatars. Il y a quand même une énorme différence, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans Second Life. Mais à l'origine, on dépend de l'état de nature, vous n'avez pas de démocratie. Non, pourquoi il faudrait décréter d'emblée une démocratie de masse? Là, il n'y en aura jamais pour une simple raison, comme l'a dit Nicolas, c'est que le seul qui décide et qui édicte la loi, c'est le propriétaire. Il n'y en a pas d'autre. C'est le propriétaire qui peut décider. De la sécurité. Oui, mais ça, c'est-à-dire que vous pouvez éjecter quelqu'un On peut avoir des règles en commun. Lui interdire l'accès, interdire certains comportements, mais le seul qui a la main politique, c'est le propriétaire. On ne peut pas imaginer à 1789 sur Second Life où tout d'un coup le peuple dit on prend le pouvoir. Je pense qu'il peut y avoir. On y travaille, on est un certain nombre à y travailler. À 1789 Non, pas faire la révolution, heureusement, à faire un nouveau contrat social sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Sur pour moi, c'est la même chose. Sur Second Life et sur Internet, on est un certain nombre à avoir une réflexion, effectivement, sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur de nouvelles règles du contrat social, sur les civilités, sur le fait d'être un citoyen en ligne qui est en même temps un citoyen réel, qui a une action dans les deux, et ça demande de nous redéfinir par rapport à ça. Il y a des questions de civilisation, ça peut peut-être faire sourire. Oui, mais comment on peut parler d'un contrat social qui soit autre chose qu'une fiction à partir du moment où personne n'a le pouvoir de rien imposer à personne? Parce que par exemple, vous êtes sur l'île verte des humains associés, nous sommes propriétaires de l'île, donc on peut gérer qui rentre, qui sort. Nous, on propose... voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on peut créer des micro-démocraties sur vos îles, mais qui resteront des micro-démocraties. Mais c'est comme qu'est-ce qui s'est passé en Europe? L'histoire de l'Europe et l'histoire des lois. Au départ, vous avez des communautés, des territoires qui deviennent des nations, qui deviennent des continents sur des millénaires. On peut imaginer de façon accélérée qu'un jour, ça ait lieu sur Internet. Le payant sceptique. Non, mais ça me paraît très loin de ce qui... Enfin, c'est juridiquement et économiquement pas possible ce que vous décrivez. Puisqu'à partir du moment où, dès le début et pour toujours, n'ont le pouvoir politique que les propriétaires, vous pourrez jamais... Et c'est normal. Il y a de toute façon qu'un seul propriétaire dans tout ça, c'est le propriétaire du jeu, de la plateforme. Linden Lab, c'est tout. Mais il y a des règles de Linden Lab, c'est ça. Il y a des commandements, c'est-à-dire. Enfin, si lui ne veut pas les respecter, personne ne l'oblige à les respecter. Moi, je l'ai rencontré et c'est quelqu'un. Excuse-moi. Oui, vous avez rencontré Dieu. Oui, j'ai rencontré Dieu. On se connaît. Enfin, on est un peu. Voilà. C'est un type très simple. L'idée, c'est non, mais c'est pas ça. Il y a un scoop sur ce plateau. La question. Et c'est une femme. Non, mais moi, je suis allé aux conventions à San Francisco. J'ai discuté en tant qu'ancien résident, etc. On n'a pas discuté. Sans vouloir faire de mauvais esprits, si vous avez rencontré Dieu, je comprends mieux qu'il vous ait bien accueilli, parce que j'imagine avoir votre avatar qu'il a dû prendre pour son fils, non? Mais le message de Dieu est le même que celui de Second Life. Il dit croissez et fructifiez. Enfin, il y a un côté comme ça où ils ont fait l'open source aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun peut développer sur Second Life. Ils essayent d'ouvrir et aujourd'hui ils sont seulement finalement propriétaires des serveurs. Et je pense que dans quelques années, les serveurs seront délocalisés aussi chez les gens. Connectés avec d'autres mondes. Et voilà. Merci à tous trois d'avoir participé à cette exploration, cette première exploration de Second Life au cours de cette émission, pendant laquelle, vous l'avez bien compris, nous n'avions pas le droit de parler de politique et nous n'en avons pas parlé. Arrêt sur image revient dimanche prochain à 12h40. Au revoir à tous. Tout de suite.